Hector Malot, Sans famille. Volume 2, chapitre 28. L'ancienne et la nouvelle famille. Je dormis peu cette nuit-là, et cependant, combien de fois, glacé par le froid de la nuit ou percé par la rosée du matin, avais-je regretté mon lit d'enfant. Aussitôt que je fus couché, je m'endormis, mais je ne tardai pas à me réveiller en sursaut. Et alors il me fut impossible de retrouver le sommeil. J'étais trop agité, trop enfiévré. Ma famille me cherchait. Mais pour la retrouver, c'était à Barbarin que je devais m'adresser. Cette pensée seule suffisait pour assombrir ma joie. J'aurais voulu que Barbarin ne fût pas mêlé à mon bonheur. Ce n'était pas par pitié que Barbarin m'avait ramassé dans la rue, ni par pitié qu'il s'était chargé de moi, c'était tout simplement parce que j'étais enveloppée dans de beaux langes. C'était parce qu'il y aurait profit un jour à me rendre à mes parents. Ce jour n'étant pas venu assez vite au gré de son désir, il m'avait vendu à Vitalis. Maintenant il allait me vendre à mon père. Toujours je revenais à cette idée désespérante que ce serait Barberin qui me ramènerait à mes parents, et que ce serait lui qui serait remercié, récompensé. Enfin, il fallait bien en passer par là. Pour le moment, je n'avais qu'à le chercher chez 2 ou 3 logeurs du quartier Mouffetard, dont Mère Barberin connaissait les noms, et je les trouverais certainement chez l'un ou chez l'autre. Je devais donc partir pour Paris et chercher moi-même celui qui me cherchait. J'avais espéré que nous pourrions passer plusieurs jours tranquilles, heureux auprès de Mère Barberin, et voilà que le lendemain même nous devions nous remettre en route. Ce fut à agiter ces pensées que je passai ma nuit presque tout entière, me disant tantôt que je ne devais abandonner ni Étiennette ni Lise, tantôt au contraire que je devais courir à Paris aussi vite que possible pour retrouver ma famille. Enfin je m'endormis, sans m'être arrêté à aucune résolution. Le matin, lorsque nous fûmes tous les 3 réunis, Mère Barberin, Mathis et moi, autour de l'âtre où chauffait le lait de notre vache, nous dîmes conseil. Que devais-je faire et que raconter mes angoisses de la nuit? Il faut aller tout de suite à Paris, dit Mère Barberin. Tes parents te cherchent, ne retarde pas leur joie. Et elle développa cette idée en l'appuyant de bien des raisons qui, à mesure qu'elle les expliquait, me paraissaient toutes meilleures les unes que les autres. Alors nous allons partir pour Paris, dis-je, c'est entendu. Mais Mathia ne montra aucune approbation pour cette résolution. Jusqu'à ce jour, dit-il enfin, ta famille, c'était Lise, Étiennette, Alexis et Benjamin, qui avaient été des sœurs et des frères pour toi, qui t'avaient aimé. Mais voilà une nouvelle famille qui se présente, que tu ne connais pas, qui n'a rien fait pour toi que de te déposer dans la rue, et tout à coup tu abandonnes ceux qui ont été bons pour ceux qui ont tout au moins l'air de ne pas l'avoir été. Je trouve que cela n'est pas juste. Mathia prononça ces paroles comme s'il était fâché contre moi, sans me regarder, sans regarder Mère Barberin. Cela me peina, mais j'étais dans la situation de ces gens irrésolus, qui se rangent du côté de celui qui a parlé le dernier. Mathia a raison, dis-je, et ce n'était pas de le cœur léger que je me décidai à aller à Paris, sans avoir vu Étiennette et Lise. Mais tes parents, insista Mère Barberin. Il fallait se prononcer. J'essayais de tout concilier. Nous n'irons pas voir Étiennette, dis-je, parce que ce serait un trop long détour, mais avant d'aller à Paris, nous passerons par Drezy pour voir Lise. Si cela nous retarde, le retard ne sera pas considérable. Il fut convenu que nous partirions le lendemain, et je passai une partie de la journée à écrire une longue lettre à Étiennette, en lui expliquant pourquoi je n'allais pas la voir, comme j'en avais eu l'intention. Et le lendemain,
Une fois encore, j'eus à supporter la tristesse des adieux, mais au moins je ne quittai pas Chavanon, comme je l'avais fait quand j'étais partie avec Vitalis. Je pus embrasser mère Barberin et lui promettre de revenir la voir bientôt avec mes parents. Il fallut aussi nous séparer de notre pauvre petite vache. Mathia l'embrassa plus de 10 fois sur le mufle, ce qui parut lui être agréable, car à chaque baiser, elle allongeait sa grande langue. Nous voilà de nouveau sur les grands chemins. Nous marchons à grands pas, ou plus justement poussés à mon insu par la hâte d'arriver à Paris, j'allonge le pas. « Comme tu es pressé, me dit Mathia d'un air chagrin. C'est vrai, et il me semble que tu devrais l'être aussi. Il secoua la tête. Je fus dépité et peiné de voir ce geste que j'avais déjà remarqué plusieurs fois depuis qu'il était question de ma famille. Ne sommes-nous pas frères? Oh, entre nous, bien sûr, mais pourquoi veux-tu que je sois le frère de tes frères, si tu en as, le fils de ton père et de ta mère? Est-ce que si nous avions été à Lucas, je n'aurais pas été le frère de ta sœur Christina? Ce n'est pas la même chose, pas du tout. Tu serais venu à Lucas, tu aurais été reçu par deux pauvres gens, mes parents, qui n'auraient eu rien à te reprocher puisqu'ils auraient été plus pauvres que toi. Mais si les Boulonges disent vrai, comme le pense mère Barberin, tes parents sont riches. Alors pourquoi veux-tu qu'ils accueillent un pauvre petit misérable comme moi? Que suis-je donc moi-même si ce n'est un misérable? Présentement. Mais demain tu seras leur fils. On t'enverra au collège, on te donnera des maîtres, et moi je n'aurai qu'à continuer ma route tout seul. Mais mon petit Mathia, si mes parents sont riches, ils le seront pour toi comme pour moi. S'ils m'envoient au collège, tu y viendras avec moi. Nous ne nous quitterons pas, nous travaillerons ensemble, nous grandirons, nous vivrons ensemble, comme tu le désires, et comme je le désire moi-même, tout aussi vivement que toi. Je sais bien que tu le désires, mais tu ne seras plus ton maître. » L'heure était arrivée de nous arrêter pour déjeuner. Mathia prit le chien dans ses bras et, s'adressant à lui comme s'il avait parlé à une personne qui pouvait le comprendre et lui répondre, « N'est-ce pas, vieux Capi, que toi aussi tu aimerais mieux que les parents de Rémi fussent pauvres ?» En entendant mon nom, Capi, comme toujours, poussa un aboiement de satisfaction et il mit sa patte droite sur sa poitrine. Avec des parents riches, Capi est mis à la cour, dans une niche, et probablement à une belle chaîne en acier. Mais enfin, à une chaîne, parce que les chiens ne doivent pas entrer dans les beaux appartements. J'étais jusqu'à un certain point fâché que Mathia me souhaitât des parents pauvres, au lieu de partager le rêve qui m'avait été inspiré par mère Barberin. Et d'un autre côté, j'étais heureux de voir enfin et de comprendre le sentiment qui avait provoqué sa tristesse. C'était l'amitié, la peur de la séparation. Ce n'était que cela. Si nous n'avions pas été obligés de gagner notre pain quotidien, j'aurais malgré Mathia continué de forcer le pas. Mais il fallait jouer dans les villages, et en attendant que mes riches parents eussent partagé avec nous leurs richesses, nous devions nous contenter des petits sous que nous ramassions difficilement, ça et là, au hasard. D'ailleurs, en plus du pain quotidien, nous avions encore une autre raison qui nous obligeait à faire des recettes. Aussi grosses que possible, je voulais que ma petite Lise fût heureuse comme l'avait été mère Barberin. Assurément, je partagerai ma richesse avec Lise, mais en attendant, avant que je fusse riche, je voulais porter à Lise un cadeau acheté avec l'argent que j'aurais gagné. Ce fut une poupée et un ménage que nous achetâmes à 2 6, ce qui, par bonheur, coûtait moins cher qu'une vache. De 2 6 à Dreusy, nous n'avions plus qu'à nous hâter ce que nous fîmes. À partir de Châtillon, nous suivîmes les bords du canal et ses rives boisées, cette eau tranquille, ces péniches qui allaient doucement traînées par des chevaux, me reportèrent au temps joyeux où, sur le Cygne, avec madame Milligan et Arthur, j'avais ainsi navigué sur un canal.
Où était-il maintenant le cygne? Sans doute Madame Milligan était retournée en Angleterre avec son Arthur guéri. C'était là ce qu'il était censé de croire. Et cependant, plus d'une fois, je me demandais, en apercevant de loin un bateau traîné par des chevaux, si ce n'était pas le cygne qui venait vers nous. Comme nous étions à l'automne, nos journées de marche étaient moins longues, et nous prenions nos dispositions pour arriver dans les villages où nous devions coucher avant que la nuit fût tombée. Cependant, bien que nous eussions forcé le pas, surtout dans la fin de notre étape, nous n'entrâmes à Drezy qu'à la nuit noire. Pour arriver chez la tante de Lise, nous n'avions qu'à suivre le canal, puisque le mari de tante Catherine, qui était éclusier, demeurait dans une maison bâtie à côté même de l'écluse dont il avait la garde. Mon cœur battait fort en approchant de cette maison, dont la fenêtre était éclairée par la réverbération d'un grand feu. Lorsque nous fûmes tout près, je vis que la porte et la fenêtre étaient fermées, mais par cette fenêtre qui n'avait ni volet ni rideau, j'aperçus Lise à table, à côté de sa tante, tandis qu'un homme, son oncle sans doute, placé devant elle, nous tournait le dos. « On soupe, dit Mathia, c'est le bon moment. » Mais je l'arrêtais de la main sans parler, tandis que, de l'autre, je faisais signe à Capi de rester derrière moi, silencieux. Puis, dépassant la bretelle de ma harpe, je me préparais à jouer. « Ah oui, dit Mathia, à voix basse, une sérénade. C'est une bonne idée. »« Non, pas toi, moi tout seul. » Et je jouais les premières notes de ma chanson napolitaine. Je regardai Lise. Elle leva vivement la tête et je vis ses yeux lancés comme un éclair. Je chantais. Alors elle sauta à bas de sa chaise et courut vers la porte. Je n'eus que le temps de donner ma harpe à Mathia. Lise était dans mes bras. On nous fit entrer dans la maison, puis après que tante Catherine m'eut embrassée, elle mit 2 couverts sur la table, mais je la priai d'en mettre un 3e, et de mon sac je tirai notre poupée que j'assis sur la chaise à côté de celle de Lise. Le regard que Lise me jeta, je ne l'ai jamais oublié et je le vois encore.